Faut-il livrer des armes à Israël? Beaucoup appellent au boycott. Il ne faut pas que nos armes, disent certains, servent à tuer des Palestiniens à Gaza, pour résumer l'intention de ceux qui appellent à cesser ces mouvements. C'est notamment le cas aux États-Unis. Où, parallèlement à cela, Joe Biden a suspendu des livraisons pour faire pression sur son allié israélien, a suspendu une livraison. Mais voilà, une livraison a été en revanche annoncée, de livraison américaine. L'équilibrisme américain, on va en parler, il est difficile à suivre. Nous sommes toujours avec Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, Magali Barthès, éditorialiste internationale à LCI, le général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Merci Rina Bassis de nous avoir rejoint, correspondante de la radio israélienne à Paris et rédactrice au journaliste américain Al Monitor. Vous êtes ancienne diplomate, Rina. Regardez cette citation qui concerne l'administration Biden, qui a déclaré aux principaux législateurs américains qu'elle enverrait un nouveau paquet d'armes et de munitions de plus d'1 milliard de dollars à Israël. Il y a 10 jours, il y avait une annonce de suspension. C'était la première fois que Washington retenait son bras pour faire pression sur Netanyahou. N'allez pas envahir Rafah, nous suspendons nos armes tant que ça n'est pas fait. Netanyahou confirme qu'il veut aller à Rafah. Les Américains, eux, annoncent des nouvelles armes. Que se passe-t-il, Jean de Glignasti ? Alors, il y a une bataille au Congrès actuellement sur le fait de savoir si le président a le droit ou non de suspendre l'aide. Donc il y a déjà un projet de loi qui a été voté par la Chambre des représentants, ça va passer au Sénat et Biden a dit qu'il mettrait son veto parce qu'il veut garder sa liberté de manœuvre, c'est-à-dire négocier avec Israël, suspendre, lâcher un peu, etc. Donc la livraison des obus fait partie un peu de toute cette manœuvre. Ce que dit le républicain, c'est que le président Biden, qui a suspendu la livraison, il doit faire marche arrière et se tenir aux côtés d'Israël. Et donc, Joe Biden donne des gages à cette partie de l'électorat et des élus en disant mais regardez, on va quand même continuer à le faire, ne votez pas cette loi qui me liera les mains. Voilà, c'est-à-dire que la loi vise à lier les mains du président. Le président veut garder ses mains libres. Pour garder ses mains libres, il donne un gage et il envoie des obus à Israël. Ça fait partie du jeu. C'est de l'équilibrisme. Alors, on en a beaucoup parlé, mais XXL de la part de Joe Biden. Rina. Oui, tout à fait. Bien sûr, l'ambassadeur a raison. Joe Biden veut garder cette possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il va l'utiliser de façon systématique. On a vu une fois qu'il y avait vraiment ces armes qui n'étaient pas délivrées à temps. Mais de l'autre côté, on voit cette idée d'envoyer à Israël des munitions et des véhicules pour l'armée dans la somme de 1 milliard de dollars. Il y avait un entretien très intéressant mercredi justement avec l'ambassadeur américain en Israël, Jake Lew, qui a dit de façon très très claire, il a dit c'est vrai, on a arrêté ces armes, mais on n'arrête pas à envoyer de façon générale des munitions en Israël, on va continuer. Il y a ici un avertissement à Israël. Il ne faut pas continuer, mais ça ne veut dire pas que les Américains désengagent de l'aider à la défense israélienne. Pour comprendre l'étau politique dans lequel se trouve Joe Biden, regardez en pancarte. Voilà, Genocide Joe. Joe Biden en pleine campagne électorale qui est associé par une partie de l'opinion américaine au génocide. C'est son surnom, Génocide Joe. Et effectivement, il doit composer avec ça, Magali. On a un Joe Biden qui est écartelé, en fait, qui est écartelé entre l'aile la plus radicale, la plus à gauche du Parti démocrate, ces jeunes que l'on a vus occuper les campus, qui ne veulent plus, en effet, que les Américains envoient ces livraisons d'armes à Israël, et puis en même temps une partie du parti qui est sur une ligne pro-israélienne. Enfin, je veux dire, les démocrates, dans leur grande majorité, les Israéliens, le vote juif, c'est un vote démocrate. Donc il faut aussi arriver, pour Joe Biden, et c'est là que le numéro d'équilibriste est extrêmement compliqué, à
à satisfaire les uns, satisfaire les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a ces allers-retours aussi permanents. Un coup, les livraisons d'armes sont arrêtées pour ne pas financer l'offensive, mais en même temps, de l'autre, il faut quand même donner des gages à ces démocrates. Il y en a 16 élus démocrates qui ont voté avec les républicains à la Chambre des représentants. Ces démocrates qui veulent que les Américains continuent de soutenir la guerre d'Israël. C'est la grosse difficulté pour Joe Biden. On rappelle qu'il n'y a aucun établissement officiel d'un fait de génocide pour l'instant. C'est à l'examen. Voilà. Mais il y a ceux qui le dénoncent. Par ailleurs, il y a un débat. Faut-il continuer à livrer des armes à Israël? On va regarder cette carte. Ou plutôt, on va refaire l'inventaire des pays qui livrent. Les premiers gros fournisseurs, ce sont les États-Unis. À hauteur de 3,5 milliards d'euros par an, plus 12 milliards qui ont été votés en avril dans le cadre, on le rappelle, de l'enveloppe. L'Allemagne est le deuxième contributeur dans les livraisons d'armes. Le Royaume-Uni, 49 millions d'euros en 2023. La France livre des armes, mais affirme qu'elle ne livre pas d'armes létales à Israël. Elle a été interpellée, la France. Emmanuel Macron lui a demandé des comptes. Nous ne livrons pas d'armes létales. Et ceux qui boycottent aujourd'hui, c'est l'Italie, le Canada et l'Espagne. Il y a un mouvement évidemment, suspension de livraison d'armes. Magali ou Rina, d'ailleurs, ces pays ne veulent pas aider Israël dans son opération aujourd'hui. Oui, ça, c'est pas un secret. Ces pays sont contre, justement, une offensive israélienne à Rafah, mais de façon concrète, ça n'a pas beaucoup d'influence. Pourquoi ça n'a pas beaucoup d'influence? Parce qu'on sait que les armes qu'Israël reçoit de la part des États-Unis, ça entre dans cette grande enveloppe en fait d'aide américaine. Donc, c'est des armes qui sont payées finalement par les Américains, qui sont produites par l'industrie américaine. C'est un gagne-gagne pour de ce côté économique pour les États-Unis. Or, même la livraison des armes des numéros 2 et 3 de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, c'est des armes qui sont achetées. Donc là, pour Israël, c'est peut-être moins grave, entre guillemets, si ces deux pays ne voudront pas dans l'avenir de fournir des armes, Israël va les acheter ailleurs. Donc ce sont des boycotts qui ne portent pas préjudice à Israël et qui ne portent pas préjudice à RTL. Mais il y a des pays qui, à juste titre ou pas, peuvent penser qu'ils ne veulent pas être associés à une accusation juridique, à une comparution devant une cour de justice si un jour ça devait se faire. Est-ce qu'il y a aussi cette idée qu'il y a des pays qui ne veulent pas que leurs armes contribuent à ce qui peut être défini un jour juridiquement comme un crime de guerre à Gaza? Non, je crois que l'important, c'est les opinions publiques. C'est les pays et leurs opinions publiques. Et simplement, il faut revenir un peu en arrière à l'enveloppe qui a été votée par le Congrès. Le deal avec Mike Johnson, c'était « OK, on vous vote pour l'Ukraine », et on attendait tous sur les plateaux le vote pour l'Ukraine, mais dans ce paquet, il y a aussi Israël, et il y a aussi une partie pour l'immigration, pour le mur. Et donc, aujourd'hui, on leur dit « Mais Monsieur le Président, le deal, c'était que vous utilisiez le paquet pour Israël. » Et on comprend bien la position du président qui dit, bon, ben d'accord, il y a un package qui a été voté pour Israël, mais dans la négociation que j'ai avec le gouvernement israélien, il faut me laisser de la souplesse. Alors que le Congrès tient à marquer sa prééminence et le fait que lui a choisi de soutenir Israël. Plus général, alors j'ai une idée de ce que vous allez nous dire, mais pour faire pression sur Netanyahou, est-ce qu'il faut cesser de livrer des armes à Israël? Est-ce que Joe Biden devrait aller plus loin? De toute façon, l'Allemagne donner un signe aussi? Alors, l'Allemagne, c'est même pas la peine d'espérer. L'Allemagne ne le fera jamais. Maintenant, bah oui, parce qu'il y a le rapport entre l'Allemagne et Israël est quand même compliqué. Il faut remonter à la Shoah. Avec les États-Unis, c'est le seul outil vraiment utilisable. Mais Netanyahou s'en fout complètement. Je veux dire, il l'a dit. Tout seul, il ira jusqu'au bout. Mais est-ce qu'il faudrait le faire quand même? Parce que politiquement, symboliquement, ce serait très fort. Malgré tout, il dit aujourd'hui qu'il s'en fout, mais le jour où ça se produit, si ça se produisait, Jean de Glignassi, faut-il cesser de livrer des armes? Ça dépend quelles armes. Il est clair que livrer des obus de chars, ça c'est vraiment Gaza.
Mais il y a d'autres types d'armes qui permettent de défendre Israël contre une attaque iranienne, etc. Donc, ce qu'il y a de choquant, c'est les obus, je trouve. Et les bombes. Rina. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est aussi un argument que justement le ministère de la Défense israélienne avance vis-à-vis les Américains, vis-à-vis le Pentagone. Et il y avait le général Kurilla à la tête de CENTCOM en Israël le week-end passé justement pour dire si vous arrêtez tout, vous nous laissez très fragilisés, non seulement vis-à-vis Hamas, et on est en train de négocier avec eux. Donc d'abord, dans ces négociations, si ces négociations poursuivent, on sera dans une position fragile. Et de l'autre côté, on sera dans une position fragile vis-à-vis le Hezbollah, vis-à-vis l'Iran. Vous ne pouvez pas faire ça. Et apparemment, le général Kurilla, justement, a accepté cet argument. Et il a dit aussi que apparemment, Israël a promis de l'avertir les Américains avant qu'il y aura cette grande offensive, s'il y aura à Rafah. Et pour l'instant, on peut continuer la livraison des armes. C'est ce qui a été rapporté en tout cas. Faut-il cesser de livrer des armes à Israël ? Alors, il y a un point de vue moral, il y a un point de vue pratique, évidemment, il y a idéologique. Politique, enfin, c'est évidemment tout ça s'entremêle. En fait, ça dépend des armes. Pourquoi faire ? Si c'est pour alimenter le dôme de fer israélien et pour protéger, pour mettre cette bulle de protection au-dessus d'Israël, oui, bien sûr. Il faut continuer. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec l'Iran et les frappes iraniennes pour la première fois, quand même directement sur le sol israélien il y a quelques semaines, a montré aussi l'urgence pour Israël d'avoir les moyens de se défendre. Après, ce qui se passe à Rafah, c'est autre chose. Et en effet, des armes offensive pour aider les Israéliens à en effet rentrer et prendre cette ville de Rafah, là c'est autre chose. Et là, c'est là qu'est cette crainte éventuelle d'être associée à des crimes de guerre. C'est une question démagogique ou pas ? Non, c'est pas une question démagogique du tout. Il y a un besoin de soutenir la défense d'Israël et le dôme de fer en est le plus bel exemple. Et il y a une pression à mettre pour dire il ne faut pas attaquer à Rafah, ne peut pas aller avec je vous livre des armes qui vont servir à l'attaque à Rafah. C'est pas possible. Donc, question de cohérence. C'est une question de cohérence. Donc on défend Israël, oui, le dôme de fer, etc. On ne lui fournit pas les armes qui lui permettent de faire ce qu'on lui demande de ne pas faire. Regardez, en même temps, les Américains commencent à procéder à des livraisons d'aide humanitaire par le pont. Les travaux sont achevés. Regardez cette jetée qui a été construite au large du port de Gaza pour permettre à l'aide d'arriver beaucoup plus rapidement. On la voit là dans son entier, c'est un sacré champ. Il y a du génie civil derrière, général. Du génie militaire surtout. Du génie militaire. Non, mais c'est un bel exercice pour les Américains qui avaient probablement pas fait ça depuis le 6 juin 1944. C'était le même phénomène, la mise en place de pontons qui permettaient d'amener la logistique. Oui. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter en volume ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ça, je sais pas. Rina. Oui, les informations qu'on a sur le volume, justement, on dit apparemment qu'au début, ça va permettre d'acheminer de l'aide autour de 90 camions, parallèlement plus ou moins, et en espérant que ça va augmenter jusqu'à une quantité ressemblable à ce que 150 camions. On est encore assez loin de 500 ou 600 camions dont l'ONU demande qui vont entrer dans la bande de Gaza. Donc, effectivement, c'est une solution, mais c'est une solution très partielle. Et il faudra quand même qu'il y aura aussi de l'aide humanitaire qui va entrer par la terre, ça c'est évident. Oui, parce qu'après, une fois que ces bateaux ont déchargé leur cargaison, il faut bien la distribuer dans la bande de Gaza. Et qui va distribuer alors ? Eh bien, il va y avoir les Nations Unies. C'est l'UNRWA normalement qui s'occupe de ça. Donc c'est l'unité, la division, la partie des Nations Unies, l'UNRWA, qui est accusée par Israël d'ailleurs de participer
Voilà, qui a été critiqué par Israël parce qu'il y a des membres de l'UNRWA, très probablement il y en a certains qui étaient membres du Hamas et qui ont participé aux événements du 7 octobre, aux atrocités du 7 octobre, mais très peu. Il y a 30 000 salariés, si je puis dire, de l'UNRWA. Sur les 30 000, pour l'instant, on en a incriminé. Israël continue de dire que le ménage n'a pas été fait comme il le fallait. Oui, mais quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, comme on dit. Et donc il y a 5 pays qui ne financent plus l'UNRWA. Dieu merci, la France a suspendu un moment et elle continue, elle a repris ses financements. Il y a eu le rapport Colonna sur l'UNRWA. Vous êtes en défense de l'UNRWA complètement. L'UNRWA a permis à la communauté palestinienne de survivre pendant 40 ans, il faut dire les choses. Et aujourd'hui, la situation est critique à Gaza. Le PAM a fermé, a décidé le programme d'aide alimentaire mondial. Il n'a plus de stock. Donc il est important que les camions puissent arriver. Dernière question, parce que c'est ça aussi l'actualité en Israël. Ce sont des dissensions qui apparaissent clairement au sein du cabinet israélien. Regardez ce titre de Libération ce matin. Yoav Gallant a ouvertement critiqué avec plusieurs hauts gradés israéliens le fait que Netanyahou décidément, ne voit pas plus loin que l'opération militaire. Il dénonce une absence totale de stratégie sur le Hamas. Ça commence à craquer. Oui, absolument. On a vu justement, il y a 2-3 heures, un petit communiqué de la part de Netanyahou disant que peut-être il sera d'accord de discuter de certains modèles de gouvernance locale à Gaza. Donc, effectivement, cette confrontation lui a fait peur d'un certain moment et aussi peut-être ces sentiments que après les déclarations extrêmement courageuses, il faut le dire, de M. Gallant mercredi soir, il y aura peut-être M. Gantz et M. Eisenkot, les 2 autres membres du cabinet de guerre, qui vont décider à partir, qui vont dire « ça suffit, l'opinion publique ne me permet plus » à rester dans ce gouvernement. Et ça, Netanyahou ne peut pas se le permettre parce que ça lui donne une grande crédibilité s'il y a encore vis-à-vis de la communauté internationale. Mais il faut vraiment dire que ce n'est pas la première fois que M. Gallant prend une telle mesure, si on veut dire. Il y a 14 mois, justement, M. Gallant, sur un autre sujet, a aussi confronté M. Netanyahou de façon extrêmement publique. Et il était viré et rembauché, si on peut dire. Donc là, effectivement, là, il n'a plus peur, il n'y a plus de conséquences politiques pour lui, donc il fonce. Donc il y va. Oui, depuis le début de cette opération, depuis le mois d'octobre, n'arrêtez pas de dire sur ce plateau, il manque l'effet final recherché. Et moi, je plaignais mes camarades militaires de Tsahal en disant, d'accord, on vous dit faire la guerre, mais pourquoi? Où est-ce que vous voulez aller? Et là, publiquement, ils le disent. Ils disent, on n'a pas l'effet final recherché et on a besoin de ça pour sortir. Parce que ça veut dire quoi? On rase tout, on tue tout le monde, ou bien on reste ou on reste pas. Ouais. Il faut qu'on s'organise. Et là, visiblement, il y a un problème avec M. Netanyahou qui voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire l'opération qu'il veut lancer à Rafah, avec l'objectif qui s'était fixé au départ, qui était l'annihilation du Hamas, dont on voit tous les jours que c'est pas le cas. Et qui revient immanquablement une fois que l'armée israélienne a quitté les lieux. Bien sûr. Merci infiniment, Rina Bassis, d'avoir été avec nous ce matin. Jean de Glignasti, général Trinquant. Dans un instant, nous revenons dans le temps de l'info sur l'attaque contre la